quand on reçoit le prix Goncourt, est-ce qu'on devient automatiquement membre de cette coterie qui s'appelle le Tout Paris? Oui, c'est une question surprenante. Mais je pourrais vous répondre en vous disant que j'espère bien faire partie du Tout Paris, mais depuis que je suis à Paris, avec cette nuance que je ne crois pas que pour moi le Tout Paris soit cette coterie dont vous parlez, mais plus exactement ce qu'il y a d'important, de plus important à Paris, comme de plus important dans le monde entier d'ailleurs, c'est-à-dire les hommes. C'est-à-dire les hommes que je rencontre tous les jours dans le métro, ceux que je rencontre dans la rue, que je côtoie constamment, les hommes du travail, les hommes des usines, c'est-à-dire ceux avec qui j'ai toujours vécu, avec qui j'espère bien continuer de vivre longtemps, c'est-à-dire les hommes sans lesquels je ne serais rien et sans lesquels je ne pourrais ni vivre ni créer. Je crois que c'est surtout ça. C'est un monde dont je ne suis pas sorti, justement. C'est un monde dont je viens, mais où je veux rester. Absolument. Alors, je pose ma question de façon différente. Est-ce que quand on reçoit le prix Goncourt, on est automatiquement classé comme un intellectuel, je place le mot entre guillemets? Ça, il m'est difficile de vous répondre parce que c'est pas moi qui fais le classement. Et disons que je ne le souhaite pas. Dans le sens où, justement, vous entendez intellectuel, puisque vous voulez bien le placer comme moi, entre guillemets. Disons que pour moi, faire partie d'un salon où se réunissent 40 intellectuels qui soulèvent de grands problèmes, ça n'a aucun intérêt. Ce qui est important, c'est d'être un romancier de la vie et d'être toujours aussi près de ces hommes dont je vous parlais. Je ne suis jamais allé dans un salon, dans un de ces salons. Je ne peux pas vous dire ce qui s'y passe. Ce qu'on appelle un salon littéraire, là, ça vous est inconnu. Absolument inconnu, mais je me demande même si ça continue d'exister vraiment. Il est possible que ça existe toujours. Enfin, parmi mes amis écrivains, je n'en connais pas beaucoup qui fréquentent ce genre de monde. Je crois que ces salons-là sont réservés vraiment aux intellectuels qui souhaitent eux-mêmes n'écrire que pour eux, c'est-à-dire écrire pour une très petite partie du public, ou alors aux gens qui souhaitent, parce qu'ils ont beaucoup d'argent, ouvrir un salon pour recevoir telle ou telle personnalité. Là, alors je ne crois pas que je sois invité dans ces milieux-là, jamais. Et si je vous disais, puisque vous avez le prix Goncourt et que peut-être vous êtes un intellectuel, montrez-moi vos diplômes. Ah ben, je ne pourrais pas vous en montrer puisque je n'en ai pas. Je pourrais vous montrer des livres, c'est tout. Je ne sais pas si ça peut tenir lieu de diplôme, je ne crois pas. Disons que je pourrais vous montrer des certificats d'emploi pour tous les métiers que j'ai faits. sont en quelque sorte des diplômes de la vie, enfin des diplômes que donne la vie. Mais ce ne sont pas ceux qui ont cours dans ce milieu-là. Est-ce que, en d'autres termes, vous vous considérez comme un autodidacte plutôt qu'autre chose? Ah, absolument. Je n'ai pas à me considérer, je le suis, puisque j'ai quitté l'école à 14 ans. Donc, à 14 ans? À 14 ans, oui. Donc sans avoir de bachot, forcément. Ah bah bien sûr, j'en étais très loin. Et quittant l'école à 14 ans, d'abord, disons rapidement que vous êtes d'origine jurassienne, vous êtes né à Dole, qui est... Non, je suis né à Lons-le-Saunier. Oui. Et que le Jura, c'est un peu la patrie de Pasteur, mais c'est aussi la patrie d'un tas de petites gens dont vos parents étaient. Oui, puis parmi les autres, c'est aussi la patrie de Marcel Aimé, par exemple, ce qui est très important. Mais c'est un pays où la sève est généreuse. C'est un pays très varié, où la culture va de la plaine bressane, où on trouve beaucoup de blé et de maïs, jusqu'à la haute montagne où on coupe des sapins, en passant par le Revermont, qui est le pays du vignoble, le pays du bon vin, c'est-à-dire un pays généreux par définition, un pays très riche, où les gens aiment bien vivre et vivent bien. Il se peut que des historiens, plus tard, s'étonnent qu'un garçon ait eu le prix Goncourt après être sorti de l'école à l'âge de 14 ans. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi vous êtes sorti de l'école à l'âge de 14 ans? Je dois vous dire d'abord que je crois que ça n'est pas la première fois que ça arrive.
qu'un homme, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont eu le prix Goncourt, mais enfin qu'un homme écrive en étant sorti de l'école à 14 ans. Enfin, pour ma part, j'ai cru longtemps que ce serait très gênant. Et je m'aperçois que non seulement ça n'est pas gênant, mais je crois que c'est l'essentiel de ma vie. À savoir que si j'étais resté à l'école jusqu'à 25 ou 30 ans, j'aurais peut-être été armé pour faire dans la vie une œuvre de critique, une œuvre d'écrivain d'une toute autre espèce, mais certainement pas entreprendre ce que j'ai entrepris, puisqu'au fond, c'est à la vie que je dois tout, c'est à cette existence de travail. À 14 ans, je suis parti en apprentissage de pâtisserie. J'ai découvert là une chose qui, sur le moment, ne m'a pas fait très plaisir. Qu'est-ce que vous avez découvert comme apprenti pâtissier qui ne vous a pas fait plaisir? Ben, j'ai découvert le monde. Et le monde, quand on a été pendant toute sa jeunesse, toute son enfance, un enfant gâté, parce que j'avais des parents qui m'adoraient, qui me gâtaient beaucoup, ça veut dire découvrir la haine, découvrir la méchanceté, l'injustice, tout ce que le monde a de plus sordide. Mais en même temps, j'ai découvert une chose très précieuse, c'est que, quelles que soient les circonstances, dans les plus horribles circonstances, il y a toujours et il peut toujours y avoir l'amitié. Et ça, l'amitié, c'est merveilleux parce que je crois que c'est cette amitié qui m'a permis de tenir le coup et qui m'a permis de m'accrocher pendant 2 ans à une vie impossible avec en face de moi un patron qui est allé jusqu'à me cracher au visage. Quand on a 14 ans, vous savez, ce sont des choses qui marquent terriblement. Et ce copain, c'était Maurice dont vous parlez dans La Maison des Autres, précisément. C'était le chef, surtout. Maurice aussi, mais surtout le chef. Et j'ai eu dernièrement, à cause du prix Goncourt, vous voyez que le prix Goncourt peut apporter, en dehors de ce qu'il apporte à l'écrivain, peut apporter aussi à l'homme de très grandes choses et de grandes émotions. J'ai pu retrouver cet homme que je n'avais pas vu depuis la guerre. Et ça a été pour moi une émotion extraordinaire. C'est pendant le tournage du film qu'on est en train de tirer de La Maison des Autres. Et cet homme m'a écrit, Bernard Clavel, prix Goncourt à Paris, puis la lettre m'est arrivée, parce que ce genre de lettre arrive toujours. Et il m'a dit qu'il était à Châlons, qui est une ville pas très loin de Dole. Je lui ai dit que j'allais à Dole pour le tournage de ce film. Il est venu sur place, je l'ai rencontré, et je l'ai présenté au comédien qui joue son rôle dans le film. Ça a été, je dois dire, une minute assez émouvante. L'autre minute assez émouvante, j'imagine, c'est le fait que votre propre fils, le plus jeune de vos fils, ait joué votre rôle aussi dans ce film. Oui, alors ça, c'est pas la minute la plus émouvante. Disons que c'est la minute la plus... celle qui donne le plus grand trac. D'abord à lui et puis à moi aussi, parce que je n'étais pas du tout d'accord au départ pour qu'on lui demande de jouer ce rôle, et lui n'était pas d'accord non plus. C'est le réalisateur qui, sachant très bien, parce qu'au fond je n'ai pas à le cacher, puis je crois que ça se devine quand les gens me connaissent et qu'ils ont lu le livre, sachant très bien que c'était le personnage, j'étais le personnage, m'a dit, ben, mon Dieu, c'est toi à cet âge-là, il faut donc que ce soit lui qui joue ton rôle. Et comme il n'est pas comédien, ça posait évidemment des problèmes. Je me suis un peu fait tirer l'oreille à lui aussi, puis maintenant je regrette pas trop, enfin je pense que ce sera bon. Il faut jamais dire des choses avant qu'elles soient terminées. Non mais on y est quand même permis d'espérer. Mais est-ce que le futur prix Goncourt avait vraiment l'intention de devenir pâtissier? Oh, l'intention de devenir pâtissier, non, pas particulièrement. Mais d'apprendre un métier. Mais d'apprendre un métier, de travailler, c'est ça. Parce que mon père était boulanger, avait été boulanger. C'est un métier qui est assez proche de la boulangerie. Et puis il y avait surtout le fait que mes parents ne m'interdisaient pas du tout de continuer des études, mais les seules études que j'aurais eu envie de continuer, c'était la peinture, c'est-à-dire aller aux Beaux-Arts par exemple. Or, pour des gens très simples qu'ils étaient, les Beaux-Arts, ça ne voulait rien dire du tout, sinon devenir un rapin, c'est-à-dire un raté qui allait traîner toute sa vie la misère après lui, en essayant de vendre des croûtes invendables. Alors pour eux, c'était quelque chose qui n'avait absolument aucun sens. Et quand j'ai vu qu'ils ne voulaient pas me laisser aller aux Beaux-Arts, j'ai dit, bon, bah tant pis, j'interromps mes études et je vais travailler. Parce que le goût du dessin, de la peinture, vous était venu à un très jeune âge? Ah oui, oui, oui. Dès l'école primaire, oui, j'avais envie de dessiner, j'avais envie de peindre.
mais j'aurais probablement été un très mauvais peintre. Alors, pour les gens de votre génération, parce que vous avez 45 ans, il y a eu évidemment une coupure terrible qui était celle de la guerre. Vous aviez donc 16 ans au moment Où la guerre a commencé. Et qu'est-ce que vous avez fait à ce moment-là? À ce moment-là, j'ai quitté, enfin pas tout de suite, j'ai continué à essayer d'exercer mon métier de pâtissier puisque j'avais fini mon apprentissage, mais ça devenait impossible puisqu'on ne trouvait plus rien, ni sucre, ni farine, ni rien. Et j'ai fait beaucoup de métiers. J'ai travaillé dans une usine d'optique, à polir des verres de lunettes dans l'eau toute la journée, ce qui n'était pas amusant du tout. Ça m'a permis de découvrir un monde terrible où des hommes mènent cette vie durant 40 ans, dans la flotte du matin au soir, quelque chose d'épouvantable. Et puis, il y a eu la clandestinité, l'époque où j'ai été obligé, comme beaucoup de Français de mon âge, de me cacher pour ne pas être embarqué en Allemagne, où j'ai vécu avec des... Ça c'est le métier de déserteur. C'est le métier de déserteur. L'éventail est large, mais oui, mais il fallait vivre quand même pendant cette époque. Alors j'ai fait beaucoup de métiers. J'ai essayé notamment de faire de la peinture à nouveau et d'en vivre, ce qui n'était pas facile. Mais j'ai beaucoup travaillé la terre à ce moment-là. J'ai été bûcheron dans les forêts du Jura. J'ai été vigneron dans les vignes du Jura. C'est là que j'ai rencontré le personnage de l'Espagnol. Et j'ai essayé de vivre comme ça tant bien que mal jusqu'au jour où vraiment j'ai été obligé de disparaître. Vous avez été obligé de disparaître parce que vous étiez conscrit dans les milices de Pétain? Non, pas du tout. Non. Mais au moment où les Allemands sont arrivés, enfin où l'armistice a été signé, s'est constitué en zone libre ce qu'on a appelé l'armée d'armistice, dont tout le monde a dit c'est une armée qui se constitue pour pouvoir foutre les Allemands dehors. Et j'ai eu envie à ce moment-là d'entrer dans cette armée. J'y suis entré et aussitôt entré, je me suis aperçu que c'était pas ça du tout. Et j'ai découvert ce que c'était en réalité, que c'était une armée de collaboration. Et aussitôt, j'ai essayé d'en partir, c'est-à-dire j'ai eu la chance d'être à Port-Vendre, qui est un petit port près de la frontière espagnole. J'ai essayé de passer en Espagne, je n'ai pas pu. Et après, j'ai quitté cette armée pour gagner le maquis. Donc j'étais considéré comme déserteur. Alors, ça nous fait déjà une assez belle brochette de métiers, mais il y en a d'autres. Vous avez été, et vous l'avez raconté dans l'Hercule sur la place, vous avez été une sorte d'athlète de foire. Oui, assez épisodiquement d'ailleurs, parce que j'avais fait beaucoup de sport étant jeune et que j'avais eu la chance de rencontrer un personnage qui était mon entraîneur. Et après la guerre, alors tout de suite après la guerre, à un moment où la vie était très difficile pour moi, où à nouveau j'essayais de vivre en vendant de la peinture. Parce que tout ce temps-là, votre vocation de peintre, vous y teniez. J'ai toujours continué de dessiner et de peindre. J'ai retrouvé un jour ce personnage qui s'appelait en réalité Ted Robert et que j'ai baptisé Kid Léon dans l'Hercule sur la place, et qui m'a dit, puisque tu n'as rien à faire, tu vas faire le baron. Qu'est-ce qu'on appelle, je dis à l'intention des auditeurs canadiens, qu'est-ce qu'on appelle faire le baron? Faire le baron, je ne sais pas si ça existe au Canada, mais dans les fêtes foraines en France, il y a des baraques de lutteurs, qui sont d'ailleurs un petit peu en voie de disparition à l'heure actuelle à cause du catch à la télévision. Enfin, à l'époque, c'était encore très en vogue. Alors, il y a des lutteurs qui sont sur une estrade et qui haranguent le public et qui demandent avec qui voulez-vous lutter, quoi. En fait, c'est ça. Et on lance un gant à celui qui lève la main. C'est l'amateur qui veut lutter. Mais en fait, cet amateur est toujours quelqu'un qui est d'accord avec les gens de la baraque de lutte et qui, toute la journée, enfin, il y en a 3 ou 4, comme ça, se renouvellent pour aller lutter contre les gens qui sont sur la baraque. C'est le type qui provoque voilà, et qui dit j'aurai ta peau, voilà. Et le public s'enflamme. Ça va pas jusque-là, mais enfin... Et j'ai donc fait le baron pendant quelques temps, ce qui a été une expérience merveilleuse pour moi parce qu'elle m'a permis de pénétrer dans un univers où on ne pénètre jamais parce qu'il ne vient pas à l'idée aux gens qui vont se promener sur une fête foraine de dire je vais essayer d'entrer dans la baraque et de voir ce qui se passe derrière le rideau. Or, c'est un monde quelquefois très surprenant parce que c'est une espèce de microcosme. C'est un monde à l'intérieur du monde, un petit univers qui vit souvent sur lui, où on trouve aussi des gens très bien et des gens moins bien, mais où il y a cette nécessité d'entraide.
de vivre vraiment très serré, en se tenant les coudes, comme on dit. Et ça a été quelque chose de très précieux pour moi, de découvrir à nouveau cette amitié chez ces gens qui ont un métier très rude. C'est un métier dur, où il faut vraiment... on ne se bat pas seulement en rigolant sur le ring ou sur l'estrade, mais on se bat avec la vie constamment, parce que ce métier est d'abord un métier saisonnier, où pas toujours facile de mettre de l'argent de côté pour les saisons mortes, et où il faut vraiment s'entraider de façon... On constitue presque, si vous voulez, à l'intérieur de ce monde, quelque chose qui ressemblerait à une assurance qu'on prend entre soi. Quand il y en a un qui est malade, ben, il faut que les autres l'aident. Et c'est en même temps une vie très nomade, où vous vous déplacez Oui, c'est une vie où on se déplace pas mal, oui. Et comme autre métier, vous avez été, je crois, apprenti relieur ou maquettiste. Oui, j'ai d'abord travaillé, entre-temps, à la sécurité sociale, ce qui est moins drôle. C'est une administration où j'ai passé 9 ans derrière des barreaux. Une prison, quoi. C'est une prison, oui, c'est une prison. Alors, vous étiez devenu fonctionnaire. J'étais devenu fonctionnaire. Pour avoir vous-même un peu de sécurité, c'est ça? Bah, bien sûr, parce que j'avais eu des enfants et qu'il fallait bien que ces enfants mangent. Et c'était pour assurer leur beefsteak que j'étais entré dans cette administration avec constamment le désir d'en sortir. Et j'en suis sorti justement pour aller travailler dans une maison de reliure. Mais alors, avant de parler de la maison de reliure, qu'est-ce que vous retenez de ces 9 années de fonctionnariat à la sécurité sociale? Est-ce que vous aviez le sentiment que vraiment vous aidiez les gens? J'aurais pu les aider si tout ça avait été bien organisé. Je pense que ça aurait été mon rôle de les aider. En fait, mon rôle consistait à les ennuyer beaucoup plus qu'à les aider. C'est une chose que je ne peux pas supporter. Parce que j'étais rédacteur au service contentieux et mon travail consistait à réclamer de l'argent à des gens qui ne pouvaient pas en verser, ce qui est quelque chose d'horrible. On a le sentiment d'être un percepteur. Enfin, j'ai rien contre les percepteurs. Pas encore. Mais enfin, je dois dire que je ne suis pas fait pour jouer ce rôle. Et je crois l'avoir très mal joué. C'est-à-dire ne pas avoir été un bon employé pour l'administration qui m'employait, mais j'ai essayé d'être un homme honnête et je me suis aperçu que c'était très difficile. J'étais obligé constamment de faire des entorses à la loi pour essayer de sauver des gens qui me paraissaient vraiment le mériter et qui surtout ne méritaient pas les misères qu'on leur faisait. Là, je ne pouvais pas le supporter, alors j'étais bien obligé de faire des tas de choses qui, de toute façon, ne m'auraient pas mené très loin dans cette maison. Alors j'ai saisi la première occasion d'en sortir. Et vous en êtes sorti pour aller donc dans une maison de reliure? Dans une maison de reliure où j'étais entré pour faire des maquettes seulement, c'est-à-dire dessiner des projets de reliure. Et puis comme je suis un maniaque du travail manuel, que la matière m'attire beaucoup, je me suis mis très vite à travailler avec les gens qui travaillaient là-bas et à apprendre leur métier. Je dois dire que c'est un métier admirable, c'est un métier merveilleux parce que ce contact avec la peau, qui est une matière vivante, avec le papier, avec le carton, c'est en quelque sorte donner au livre une espèce de vêtement noble. Enfin, j'entends noble dans le sens le plus beau du terme. Et c'est précieux, c'est très précieux. Alors, à l'inverse de ce qu'on dit généralement, tous les métiers mènent au journalisme à condition d'en sortir. Vous êtes devenu journaliste. Dans quelles circonstances êtes-vous devenu journaliste? Je suis devenu journaliste parce que j'avais déjà écrit et publié des livres. J'ai commencé, déjà étant à la sécurité sociale, j'avais déjà publié 2 livres. Et j'ai continué en étant dans cette maison de reliure. Et c'est parce que j'avais écrit des livres qu'on m'a demandé de faire des reportages. Et c'est par le reportage que j'ai fini par entrer dans un journal. Et ça, c'était à Lyon? C'était à Lyon, oui. Et alors, vous aviez publié 2 livres. Vous aviez, je crois, publié L'Ouvrier de la nuit et Pirates du Rhône. Et Pirates du Rhône. Qu'est-ce qui vous avait, à travers cette brochette de métiers, qu'est-ce qui vous avait fait décider de passer du dessin ou de la peinture qui vous attirait depuis votre jeune âge à un métier le métier d'écrire, pour lequel vos études ne prédisposaient pas d'une façon tellement déterminante? Ouais, je crois que c'est très difficile et très long à expliquer, mais enfin, en 2 mots,
j'avais besoin de communication, je crois. Et j'ai eu le sentiment que j'étais un peintre très faible, qui disposait de peu de moyens pour s'exprimer. Et j'ai eu l'impression que le langage me permettrait beaucoup mieux de communiquer directement avec les hommes et d'exprimer les sentiments que j'avais envie d'exprimer. Et je pense que la peinture est le plus difficile de tous les arts parce qu'il y a cette nécessité de donner un coup de poing à chaque œuvre et de frapper très fort. Avec un roman, on a 200 pages pour s'exprimer. Avec une toile, il faut que le choc soit là au premier coup et c'est quelque chose de très très difficile à réaliser. C'est peut-être un petit peu par faiblesse que je suis passé de la peinture à la littérature. Je crois qu'il faut avoir le courage de le dire. Et il faut peut-être aussi avoir le courage de dire que ces années que vous évoquez ont été, sur le plan matériel, des années extrêmement dures. Vous avez connu la misère. Ah oui, ça j'ai connu la misère la plus noire. J'ai connu la faim et les miens l'ont connu aussi. Et mon Dieu, j'ai bien des regrets parce que je ne regrette pas de l'avoir connu moi-même, mais je regrette un petit peu de l'avoir imposé aux autres. Et probablement, enfin dans une grande mesure, parce que je m'accrochais à l'idée de créer, aussi bien en tant que peintre qu'en tant qu'écrivain, à l'idée de continuer d'écrire. Et c'est un remords qui est constamment en moi. J'ai imposé à ceux qui ont vécu avec moi, comme je l'avais déjà imposé sous une autre forme à ma mère, des difficultés que je n'avais peut-être pas le droit de leur imposer. Enfin, en ce qui concerne ma femme, elle les a acceptées avec beaucoup d'amour et avec beaucoup de bonne volonté. Au contraire, elle m'a toujours poussé à continuer d'écrire. Chaque fois que j'ai eu envie de dévisser un petit peu, vous savez, elle m'a toujours soutenu le moral. Mais enfin, j'ai imposé quand même à mes enfants 10 ans pratiquement sans vacances. Enfin, pas sans vacances avec moi, ce qui, je crois, est important pour des enfants. Et je pense qu'ils ne le regrettent pas maintenant, puis ils s'en sont peut-être pas rendus compte sur le moment. Enfin, ça a toujours été un déchirement quand même pour moi. Ça ne va pas tout seul. On est un petit peu tiraillé entre l'œuvre qu'on veut faire et une autre œuvre qui est une œuvre humaine. Élever ses enfants, c'est une œuvre humaine. Oui, aussi importante que... Aussi importante que l'autre. Bien sûr, c'est une forme d'égoïsme. Je suis certainement un égoïste. Je dois vous dire que j'ai eu le choc en lisant à travers votre œuvre ce premier roman, L'ouvrier de la nuit, de découvrir un ouvrage tout à fait différent de ce que vous avez fait par la suite, un ouvrage qui était une sorte de cri, une confession déchirante et angoissée. Je rappelle brièvement, et corrigez-moi si mon résumé n'est pas fidèle, c'est l'histoire d'un homme qui rentre chez lui, qui rentre de Paris, qui vient de se faire de nouveau refuser un manuscrit et qui s'accuse envers sa mère, envers son père, envers sa femme, envers ses enfants, en disant j'ai du talent, il faudra un jour que je perce, et puis encore ça ne marche pas, et je vous ai tous rendus malheureux. Ce cri, ça s'est écrit en 1955, je crois. Hein, il ne me demandez pas trop de dates, j'ai pas la mémoire autour de dates. Ça, enfin, il y a 13 ans. Est-ce que ce cri était un cri réel ou si c'était un cri littéraire, disons? Difficile à dire. Non, je crois que c'était un cri très sincère, mais comme tous les cris, poussé trop fort. Un petit peu outré quand même. Et maintenant, c'est un livre avec lequel je ne suis plus tout à fait d'accord. Disons que je suis d'accord avec le contenu, mais pas tellement avec la forme. Précisément parce que, certainement, enfin, je ne l'ai jamais relu, mais j'ai le sentiment, à certains moments, d'être allé trop loin, d'avoir crié trop fort. Et je ne pense pas que c'est en criant très fort qu'on se fait le mieux entendre. Parce qu'il y a les comédiens le savent bien, il y a un moment où il faut placer sa voix, un certain niveau de la voix, et je crois que je ne l'avais absolument pas trouvé. J'étais un comédien qui n'a pas encore placé sa voix. Mais il reste que ce cri a suffi à déranger un éditeur, et que c'est de cette façon-là que vous avez démarré. Oui, je pense René Julliard, qui avait été le premier à éditer ce livre,
avait été assez frappé parce que il s'est senti concerné directement, puisqu'il était cet éditeur qui m'avait refusé un manuscrit. Je crois qu'il s'est senti concerné. Et il y avait une chose qui m'avait beaucoup frappé, c'est qu'il m'avait dit, par la suite, il m'a dit j'ai publié ce livre parce que il me plaisait, mais aussi parce que j'avais le sentiment de sauver un écrivain. Et je crois que je lui en rendrai jamais assez hommage parce que un éditeur prend toujours un gros risque quand il publie un livre. Et Julliard savait très bien, il avait une assez grande lucidité pour le savoir, que c'était un livre qui ne se vendrait pas, parce que ça n'était pas un livre, ce qu'on appelle un livre public. Et il a pris ce risque énorme, et c'était quelque chose de très bon. Ouais. Par la suite, évidemment, votre œuvre s'est développée, et si j'en extrais l'essentiel, ne serait-ce que par la quantité de pages, c'est bien sûr La Grande Patience en 4 tomes, le 4e tome ayant été couronné par le Goncourt. Et ce qui frappe au nom de ces 4 tomes, c'est à la fois le ton que vous employez, qui est le ton d'un homme qui marche, d'un homme qui respire, d'un homme qui écrit au rythme de son cœur. Ce n'est pas un ouvrage, ou ce ne sont pas des ouvrages écrits à l'âge de la machine. Et ce qui frappe aussi, c'est une préoccupation, j'allais dire une compassion à l'égard des petites gens et de ce qui reste dans certaines régions de la vie telle qu'elle est en train de disparaître. Oh, de disparaître, non. J'espère bien qu'elle ne disparaîtra pas complètement. Enfin, ou tout au moins, pas assez vite pour que je la voie disparaître. Mais, petites gens, oui, bien sûr, parce que je suis né parmi ces petites gens, parce que j'ai grandi dans ce milieu. Et je pense qu'on ne parle bien que des choses qu'on connaît bien, des choses qu'on a éprouvées soi-même. Si j'étais né dans un autre milieu, il est bien certain que j'aurais parlé de gens tout à fait différents. Et puis, je crois qu'il y a aussi une volonté de ma part d'avoir voulu servir ce milieu, d'avoir voulu montrer ce qu'il est véritablement et le montrer dans ce qu'il a de meilleur et dans ce qu'il a de pire aussi. Je pense que les meilleurs portraits ne sont pas ces portraits de saints autour desquels on met une auréole. C'est pas ça, ce sont les portraits qui sont inspirés directement de la vie. Le début de la grande peinture religieuse, enfin d'une certaine forme de la peinture religieuse, c'est la scène, parce que Vinci, en la peignant, est allé chercher dans la rue aussi bien Judas que le Christ. Ce sont des personnages vivants, ce sont des hommes. C'est ce que j'ai voulu faire surtout, mais je n'ai pas voulu du tout les idéaliser. Oui, j'allais dire que ce qui frappe dans vos livres, c'est que la part de l'imagination semble assez restreinte. Il y a une part inévitable de transposition qui relève du procédé littéraire, mais on sent que les gens que vous décrivez longuement, minutieusement, et leurs travaux et leurs jours, que ce sont des gens que vous avez connus et que, par exemple, le personnage de la mère, qui est extrêmement émouvant dans Celui qui voulait voir la mère, et le personnage du père qui éclate dans Les Fruits d'hiver, que c'est vraiment votre mère et que c'est vraiment votre père, et que vous-même êtes ce Julien Dubois qui circule tout au long des volumes. Oui, bien sûr, je suis obligé de dire, puisque vous me posez la question sous cet angle, que si j'ai écrit ces livres, c'est aussi parce que j'ai le sentiment d'avoir été un mauvais fils. J'ai voulu faire un portrait de ma mère et un portrait de mon père parce que c'est le jour où ils sont morts. C'est à partir du jour où je les ai perdus que j'ai commencé vraiment à me rendre compte de ce qu'ils avaient été pour moi. Je pense d'ailleurs que c'est pas du tout un phénomène exceptionnel. Il y a certainement beaucoup d'enfants qui n'ont pas été de bons enfants, qui ont beaucoup de reproches à s'adresser et qui ont souhaité un jour rendre hommage au courage, à l'abnégation, au dévouement d'un père ou d'une mère. Si j'ai tant attendu pour écrire ces livres, parce que mes parents sont morts, j'étais encore jeune, j'avais 22 ans, c'est justement parce que je me reconnaissais pas le droit de rater un portrait pareil. C'est un portrait de sentiment. Et les portraits de sentiments, on n'a pas le droit de
de ne pas être absolument maître de son métier quand on les entreprend. Il fallait que je fasse mes gammes avec autre chose, et c'est seulement le jour, et je vous assure que j'ai encore beaucoup hésité, le jour où j'ai entrepris le portrait de ma mère, ça a été pour moi... J'avais un trac fou, j'ai toujours le trac quand j'écris, et plus ça va, plus j'ai le trac. Mais enfin, là particulièrement, c'est une matière tellement douloureuse, des souvenirs tellement douloureux à remuer. C'est, si vous voulez, faire revivre des personnages qu'on a beaucoup aimés pour les tuer à la fin, parce qu'on tue ces personnages à la fin d'un livre. On les tue doublement, on les tue parce qu'on les fait mourir dans l'action, et puis parce que forcément on s'en débarrasse un peu, ils sortent un peu de vous à mesure qu'on les met dans les pages. Et c'est une démarche extrêmement douloureuse. Revivre et faire revivre tout ce passé où je me sentais coupable de beaucoup de choses, et le faire revivre avec tous ces détails qui me rappelaient justement ce que mon père m'avait enseigné, par exemple, et que j'avais refusé d'apprendre sur le moment, que j'avais rejeté bêtement d'ailleurs, parce que je voulais être un garçon dans le coup avec les copains. J'espérais que vivant beaucoup plus près des gens de mon âge que de mon père, j'étais un type bien, quoi, un type à la page. Or, en fait, c'est absurde. Je me suis absolument pas rendu compte à ce moment-là de la richesse que mon père faisait entrer en moi quand il me parlait, par exemple, de son métier de boulanger. J'avais une espèce de mépris à cet âge-là pour cet homme très simple qui me parlait avec des mots très simples, les mots que j'essaie de retrouver maintenant justement pour en parler. Que vous retrouvez, que vous retrouvez. J'espère les retrouver. Il me parlait justement de cette grandeur de son métier, mais sans jamais prononcer le mot. Il me l'expliquait tout simplement, cet amour du pain qu'il avait parce qu'il était boulanger et qu'au moment où il m'en parlait, c'était la période de la guerre où on ne mangeait que du mauvais pain. C'était pour moi d'une telle simplicité que ça me paraissait complètement ridicule de parler de choses pareilles. Et c'est après, à force de repenser à lui, que j'ai redécouvert tout ça, que j'ai redécouvert l'importance de toutes ces choses-là. Vous me demandiez tout à l'heure en commençant notre entretien et en me parlant de ces salons littéraires, je pense que le monde pourrait plus facilement se passer des écrivains que des boulangers. Mais ça, à cette époque-là, si vous m'aviez posé la question, je vous aurais dit le contraire. C'est important de l'avoir découvert. Et bien sûr, on a toujours à la fois raison et tort de se sentir coupable à l'égard de ses parents, et cette culpabilité, vous l'avez exorcisée en quelque sorte en recréant ce qu'ils furent. Et ce qui frappe, c'est que vous l'ayez fait avec autant de minutie, avec autant de souci du détail, ou alors vous êtes doué d'une mémoire prodigieuse où vous avez accumulé tout au long de votre vie des notes très précises. Où est la vérité? Ah non, ça, je n'ai aucune note. Aucune note. Aucune note là-dessus, tout au moins. J'ai des notes de reporter, si vous voulez, mais je n'ai pas de notes de romancier. Et pourtant, je n'ai pas de mémoire. Enfin, je n'ai ni la mémoire des dates, mais j'ai la mémoire des faits, des visages. Et puis, c'est assez difficile à expliquer, mais je crois avoir une espèce de mémoire qui suit ma vie à 20 ans d'écart, si vous voulez, ou à 10 ans d'écart. Les choses me reviennent filtrées par ces 10 années et en quelque sorte toutes préparées pour entrer dans des livres. Je suis persuadé qu'on n'écrit pas un livre à partir du moment où on commence à l'écrire, mais qu'à ce moment-là, le travail est fait. Pour moi, il est déjà fait, le livre s'est déjà décanté, et c'est pourquoi c'est une des raisons pour lesquelles aussi j'ai tant attendu pour les écrire. Je serais absolument incapable, et vous voyez que ce n'est donc pas uniquement une question de mémoire, d'écrire demain un livre sur un sujet qui me serait venu à l'esprit aujourd'hui. J'ai besoin de ce recul, et ce recul, je l'avais justement par la force des choses, là. Je n'avais même pas à me l'imposer, alors je n'allais pas m'en priver. Mais ce qui frappe, je le répète quand même, c'est la minutie du détail, et aussi, il faut bien dire les choses telles qu'elles sont, l'espèce d'amour que vous portez à tous les gens qui exercent un métier manuel. Je pense en particulier
à ce personnage que vous présentez dans Célébration du bois, qui apparaît dans L'arbre qui chante, qui s'appelle le Père Vincendon. C'est un de ceux que vous avez connus. Voulez-vous m'en parler un peu? Ah ça, le Père Vincendon est un personnage très important dans ma vie. Et la même chose que pour mon père, pas important du tout au moment où je l'ai rencontré. Je dois même dire que je me moquais un peu de lui. Ça me paraissait ridicule qu'un homme attache tant d'importance au bois. Qu'est-ce que c'était qu'un morceau de bois? Qu'est-ce que c'est qu'un morceau de bois? C'est rien du tout pour un gamin de 10 ans. Cet homme était amoureux du bois. J'ai découvert un homme qui était amoureux du bois et j'ai bien rigolé, quoi. Ça me paraissait tellement absurde d'être amoureux d'une matière qui me semblait à l'époque inerte et dont j'ai découvert toute l'importance et toute la profondeur après. Mais il m'a enseigné sous une autre forme et à travers une autre matière ce que mon père n'avait pas pu m'enseigner non plus. Il m'a enseigné à retardement lui aussi l'amour de ce qu'on appelle la belle ouvrage bien faite. C'est exactement ce qu'on dit au Canada aussi. Oui. La belle ouvrage Oui, bien faite, et en c'est mettant très ouvrage beau. au féminin. Et c'est très beau. Parce que c'est une des choses, tout à l'heure vous parliez de ces choses qui risquent de se perdre, et c'en est une. Et j'ai une grande chance dans ma vie, c'est d'avoir un fils qui a réalisé ce que j'aurais voulu réaliser si je n'avais pas été écrivain, c'est-à-dire travailler le bois. Je l'ai fait, j'ai fait de la sculpture sur bois pour m'amuser, pour pénétrer, essayer de pénétrer au cœur de ce bois que j'aime, de voir ce qu'il a dans le ventre, de voir quelle est sa vie. Parce que le bois est un matériau qui ne meurt jamais. C'est pas du tout au moment où on coupe les arbres, le bois ne meurt pas. C'est pas vrai, il continue à vivre, et à vivre sous une autre forme. Et j'ai un fils qui a réalisé cette chose. Il est passé par l'école Boulle, qui est une grande école du meuble en France. Et justement, le directeur de cette école déplorait une nouvelle forme que prend l'enseignement dans cette école par nécessité, et une forme qui est presque imposée par les élèves, qui de plus en plus se détournent du travail manuel du bois pour devenir des intellectuels du bois. C'est-à-dire qu'ils sont fascinés par la blouse blanche et qu'à l'atelier, ils préfèrent le bureau d'études, où ils vont être quelquefois des gens qui gagneront pas davantage d'argent, et même souvent moins, mais qui auront l'impression d'être un monsieur parce qu'ils ont une blouse blanche et qui dessinent toute la journée, alors qu'ils pourraient très bien continuer à dessiner tout en étant à l'atelier et en tripotant eux-mêmes cette matière qui est si belle à toucher et à travailler, en essayant d'aller au cœur du bois. Alors là, ils deviennent des gens qui sont des espèces de cerveaux de ces machines que deviennent les usines de meubles, où on met un morceau de bois d'un côté, puis maintenant d'ailleurs on y met de moins en moins du bois, on y met de la matière plastique d'un côté, et de l'autre côté il ressort un meuble. Au bout d'une demi-heure, on a un meuble tout fait. Bon, je sais bien qu'il faut vivre avec son époque, et je suis loin de condamner mon époque, mais j'ai tout de même la nostalgie de ce bel artisanat. J'avoue d'ailleurs qu'en arrivant au Canada, j'ai eu quelques émotions en voyant des beaux meubles. J'en avais déjà vu en France, ou dans des musées, ou en reproduction, ou dans des films. Mais ici, j'en ai vu hier dans des familles canadiennes. Et, mon Dieu, ce sont des meubles extrêmement simples qui témoignent justement d'un passé dont on peut être fier, parce que c'est un passé fait de cet amour de la matière et de cette nécessité de lui permettre de s'exprimer. C'est une des choses qui manque souvent à l'homme, c'est de ne pas avoir de contact direct avec la matière et de ne pas savoir permettre à la matière de s'exprimer quand il la travaille. Et je peux dire que j'ai découvert ça à travers mes souvenirs du Père Vincendon, dont j'ai fort heureusement retrouvé des photographies et dont j'ai toujours chez moi un bureau qu'il m'avait fait avec beaucoup d'amour. Et ce bureau, quand il me l'a donné, avec cette marqueterie dessus, tout ça, moi je m'attendais, vous savez, m'avait promis un bureau, je m'attendais à un bureau avec des tiroirs qui vont jusque par terre, enfin quelque chose dans le style Oui. oui, c'est ça. Non, comme le bureau que j'ai eu plus tard à la Sécurité sociale et que je maudissais.
Et il m'avait apporté une table avec 4 pieds comme ça et 2 beaux tiroirs, simplement 2 tiroirs qu'on voyait même pas. Il avait trouvé un système secret pour qu'on voit pas ces tiroirs. Ça me paraissait un petit peu ridicule tout ça. Et cette table, je l'ai toujours. Je vous assure que même si elle n'a pas de valeur marchande, j'y tiens beaucoup plus qu'à tous les meubles que je pourrais acheter ou qu'on pourrait m'offrir. Et ce sont donc tous ces métiers, je disais, qui sont peut-être en voie de disparition, que vous avez chanté. Est-ce que, effectivement, la vie rurale dans votre Jura natal est une vie qui est en train de se transformer, de la même façon qu'on a assisté au Canada français à une transformation considérable des mœurs depuis le début du siècle? Ou s'il y a encore des... Ah oui, elle se transforme par la force des choses, parce que les jeunes quittent les campagnes, parce que le travail se modernise. Il y a tout de même des coins du Jura où il est impossible de le moderniser. Je pense au coteau de Château-Chalon où on a tourné le film qui est tiré de l'Espagnol et où la terre est tellement en pente, tellement par petites parcelles, qu'on est tout de même obligé de continuer de la travailler à la main. Mais malheureusement, chaque fois que j'y retourne, je vois de plus en plus de lopins de terre en friche. Et c'est une chose déchirante une constatation qui fait beaucoup de mal aux gens comme moi, mais qui fait aussi beaucoup de mal aux vieux paysans qui sont très attachés à cette terre et qui malheureusement ne peuvent plus arriver à la travailler parce qu'ils sont cassés en deux par l'âge, ils sont cassés en deux par un travail dont il faut bien reconnaître qu'il est épuisant. Si les jeunes s'en vont, ils ont quelques raisons de s'en aller. Il faut employer l'expression qu'ils emploient eux-mêmes, ça ne paie plus, la terre ne paie plus. Elle offre évidemment des satisfactions différentes, mais auxquelles malheureusement tout le monde n'est pas sensible. Vous parliez il y a quelques instants de l'Espagnol, c'est le titre d'un de vos romans dont on a tiré un film. Il y a eu effectivement des réfugiés de la guerre d'Espagne qui sont venus dans votre région, que vous avez connu tout jeune. Cet Espagnol a existé. Oui. Oh, je crois qu'il y en a eu un peu dans toutes les régions de France. Cet Espagnol a existé, je l'ai connu pendant la guerre, justement à l'époque où je me cachais dans une ferme. J'ai travaillé pendant plus d'1 an avec lui. Et il n'était pas non plus un paysan né, il était comme moi, il était venu à la terre par accident, parce que la guerre l'avait chassé de chez lui, dans des circonstances effroyables. Et venu à la terre, il l'a découverte et il s'est mis à l'aimer. Il a trouvé une deuxième patrie qui lui était plus précieuse que la première, parce que la première ne lui avait pas apporté ce contact direct avec la terre. Et c'est lui, espagnol, qui m'a fait découvrir ma terre du Jura. C'est pendant les mois que j'ai passé à travailler cette terre avec lui que j'ai appris ce qui peut monter de la terre et que j'ai découvert que j'avais des racines. Elles existaient déjà, bien sûr, elles étaient déjà profondément enfoncées dans cette terre, mais c'était inconscient. Oui, oui. Et j'ai le sentiment que c'est à partir de ce moment-là que j'ai compris où mes racines plongeaient et en fait que je sais maintenant que je ne dois rien enfin pas grand-chose à ma volonté personnelle, à mes efforts personnels, mais que je dois tout à ce que cette terre m'a apporté, à ce que mes parents m'ont apporté, à ce que des gens comme l'Espagnol m'ont apporté. Ce sont eux qui ont écrit ce que j'ai écrit, beaucoup plus que moi. Et en vous écoutant parler, et croyez bien que je ne le dis pas de façon péjorative, en vous écoutant parler, on a l'impression d'entendre un homme d'un autre âge, d'une autre époque. Et que les choses qui, aujourd'hui, préoccupent les hommes de ce temps, c'est-à-dire les satellites, la technologie, les ordinateurs, les grands trucs, ce sont des choses qui ont pour vous moins d'importance que ces vertus humbles et quotidiennes que vous avez célébrées dans vos ouvrages. Ah, je ne pense pas qu'elles aient moins d'importance pour moi en tant qu'homme, en tant qu'écrivain bien sûr, parce que je ne me sens pas les qualités pour écrire sur ces choses-là, pour utiliser ces choses-là, mais leur importance m'apparaît, et puis je sais très bien qu'il faut avant tout être un homme de son époque, et qu'il faut aussi être un écrivain de son époque. Eh bien, écrivain de votre époque, justement, certains critiques ont écrit assez méchamment, ben voilà, oui, M. Clavel est prix Goncourt, mais il écrit dans la tradition du roman naturaliste, qu'on appelle depuis
peu d'années, le roman populiste. D'ailleurs, vous avez eu le prix populiste en 62. Oui. Alors, c'est un homme qui écrit dans la tradition du 19e siècle. Je crois d'abord que le mot populisme, maintenant, n'a plus du tout le sens qu'il avait il y a quelques années, puis qu'on l'emploie un petit peu de façon péjorative, alors que c'est pas vrai du tout. Mais il y a tout de même, il me semble, je peux pas parler de mon style parce que je sais pas ce que c'est. Enfin, j'ai pas du tout le sentiment d'être capable de m'analyser, ni d'analyser personne d'ailleurs. Mais je n'ai pas non plus conscience d'écrire comme on écrivait il y a un siècle, absolument pas. J'en ai d'ailleurs la preuve quand je suis corrigé dans des maisons d'édition par des correcteurs qui voudraient justement qu'on écrive comme au 19e siècle et qui, avec 6 phrases, m'en font une seule, et avec lesquelles il faut se battre, justement parce qu'ils voudraient qu'on reste dans cette tradition. Alors là, non, je ne crois pas du tout. Mais en ce qui concerne les sentiments, oui, ça ne me gêne pas du tout qu'on dise que je suis un homme d'un autre âge, mais qui veut exprimer peut-être ses sentiments, mais en ayant tout de même le souci d'utiliser les techniques de notre époque. Oui, précisément, vous vous êtes intéressé au cinéma, à la radio, à la télévision. Je mentionnais tout à l'heure ces 2 films, Le Tonnerre de Dieu et Le Voyage du Père, qui ont été tirés de votre œuvre. Je crois que vous n'en êtes pas... Ah mais alors là, je suis pas dans le coup. Hein. Je suis absolument pour rien. Vous savez, un écrivain n'est pas toujours maître de son œuvre une fois qu'elle est faite. Et les droits ont été vendus au cinéma sans que j'intervienne. Et on a fait des films qui sont très mauvais, à mon sens très mauvais, parce qu'ils ont été faits par des gens qui n'ont aucune conscience professionnelle, même peut-être aucune conscience du tout, qui s'emparent d'un sujet et puis qui s'en éloignent avec le souci seulement d'utiliser une vedette qu'ils ont sous contrat. Oui, Gabin ou Fernandel. Voilà, c'est ça. Et c'est-à-dire qu'ils prennent le problème à l'envers. Au lieu de dire nous tenons un personnage et un sujet, il va falloir trouver tel comédien qui entre dans la peau de ce personnage, ils disent au contraire nous avons monsieur un tel sous contrat, il faut absolument que ce personnage entre dans sa peau. Alors on arrive à ces choses ahurissantes que plus personne n'y comprend rien, et que j'ai vu par exemple l'année dernière dans une signature, une brave dame qui est venue me faire signer un exemplaire du livre dont on a tiré Le Tonnerre de Dieu, et qui m'a dit c'est très bien, j'ai vu le film, j'ai lu le livre, je préfère le livre au film. J'ai dit vous êtes bien gentil. Mais elle m'a dit malheureusement, je suis obligé de reconnaître que vous n'avez pas vraiment raconté le film. Alors quand je lui ai expliqué que le livre avait été écrit 10 ans avant qu'on fasse le film, elle n'en est pas revenue. Je ne sais pas si elle en est revenue à l'heure actuelle. Alors, qu'est-ce que vous aimez faire en télévision et qu'est-ce que vous voulez faire en télévision ou en radio, enfin, ou en cinéma, parce que si on donnait la possibilité aux écrivains de s'exprimer par le cinéma, je ne suis pas du tout contre, mais je préfère la télévision pour plusieurs raisons. D'abord parce que, contrairement à ce qu'on peut penser, on y a une plus grande liberté, en ce sens qu'on ne vous impose pas des vedettes, on choisit soi-même ses interprètes, tout au moins en collaboration avec le réalisateur, et on a la possibilité de s'adapter soi-même. Ce qui est tout de même quelque chose. Au moins, si on est trahi, on sait par qui on est trahi. Hein, et on essaie tout de même de ne pas se trahir. Mais ce que je souhaite faire, c'est utiliser cette technique merveilleuse, ce moyen d'écriture, parce que la télévision est un moyen d'écriture que notre époque met à notre disposition. Et écrire pour la télévision est quelque chose de très fascinant. C'est un stylo différent. Mais je crois que pendant très longtemps, la télévision a souffert des écrivains. Et je m'explique, les écrivains sont des hommes de langage, c'est-à-dire des hommes bavards. La preuve, c'est que je parle beaucoup. Ils ont cette envie de toujours mettre beaucoup de dialogue, et c'est ainsi qu'on voit cette télévision qui a l'air de toujours prendre le public pour très sot, en disant nous vous montrons une image, mais on a peur que vous n'ayez pas bien compris, alors on vous explique en même temps par la parole ce que c'est. Moi je rêve d'une télévision presque muette. Je rêve de films où je puisse exprimer l'essentiel par l'image. Et c'est
une des raisons pour lesquelles je préfère la télévision au cinéma, enfin travailler pour la télévision plutôt que de travailler pour le cinéma, parce qu'un script de télévision est beaucoup plus malléable, les équipes sont plus légères, elles sont plus homogènes. J'adore le travail d'équipe, j'aime beaucoup travailler en collaboration avec quelqu'un. Et quand j'écris quelque chose pour la télévision, ça n'est jamais terminé tant que le film n'est pas terminé. J'aime bien suivre le tournage de très près et à mesure que les comédiens s'expriment, essayer de modifier en fonction même de ce qu'ils peuvent exprimer ce que j'ai écrit. Si je vois qu'un comédien peut exprimer quelque chose par un regard, eh bien je préfère qu'il l'exprime par son regard plutôt que par la réplique que j'avais écrite pour lui. Et en agissant ainsi, je n'ai pas du tout le sentiment de cesser d'être écrivain, mais au contraire d'être un écrivain qui veut s'exprimer par l'image. Et vous parliez tout à l'heure d'exprimer l'essentiel. Et en vous écoutant depuis le début, on a l'impression que pour vous, l'essentiel, c'est l'homme. Et que c'est surtout l'homme écrasé par la société, par le système. Et ça m'amène à vous demander quelle est votre philosophie, je le mets encore le mot en guillemets, la philosophie qui vous guide dans vos démarches quand vous écrivez. L'homme, pour vous, est-ce que c'est un matériau à transformer ou un matériau à aimer ou quoi? C'est d'abord un matériau à aimer. À transformer, c'est très prétentieux de vouloir transformer l'homme. Je crois qu'il faut davantage l'inciter à se juger et à s'apercevoir de tout ce qui doit être modifié dans son comportement. Mais je crois que c'est beaucoup plus la société que l'homme en tant qu'individu qu'il est souhaitable de transformer. Une société où malheureusement la plupart des efforts qu'on fait ne sont pas toujours faits dans le but de sauver l'homme, de l'aider à vivre, mais dans le but de le tuer. Je suis pacifiste, je suis antimilitariste 100% parce que j'estime qu'être pacifiste sans être antimilitariste, c'est un non-sens. C'est vouloir être un menuisier qui fabrique un rabot en se disant je m'en servirai pas. Et c'est un... Si le fait d'écrire peut me permettre d'avoir une toute petite influence sur quelqu'un, c'est dans ce sens que je souhaite l'exercer, en essayant d'aimer l'homme davantage et de l'aider à survivre. On vit tout de même dans un monde constamment menacé. C'est cette espèce d'épée qui est sur nous, qui va s'abattre à chaque instant par haine, par maladresse, par stupidité, pour un tas de raisons qui nous échappent. Je crois qu'il faut essayer de la supprimer, de la briser avant qu'elle ne s'abatte. Vous avez, je crois, un héros qui est ici à peu près inconnu, un homme pour qui vous avez beaucoup d'admiration dans ce domaine-là, et très rapidement, parce qu'hélas, le temps file, qui est cet homme et que représente-t-il pour vous, l'homme que vous admirez le plus au monde? C'est Lecoing. Je dois dire qu'avec avec Gandhi, avec Martin Luther King, ce sont les hommes que j'admire le plus dans notre époque, parce que Louis Lecoing est un homme qui s'est battu avec les armes qu'il avait, c'est-à-dire son intelligence et son cœur surtout, pour obtenir beaucoup de choses. Il a obtenu en particulier le statut des objecteurs de conscience en France, et il l'a obtenu seul, à 75 ans, en faisant la grève de la faim jusqu'aux limites de l'épuisement, et il a réussi à faire céder le gouvernement, à lui tout seul. Et pour lui, j'ai une admiration sans borne, et j'écris constamment dans son journal qui s'appelle Liberté. Et Lecoing, à 80 ans maintenant, est presque aveugle. Il a cette vie très simple qu'il a toujours eue, en mettant tout l'argent qu'il peut arriver à gagner avec ses livres et avec son journal au service de la paix, au service des causes qu'il faut défendre, des gens qui sont des esclaves qu'il faut faire libérer. Il donne tout comme il a toujours tout donné. Et j'ai pour lui vraiment une très grande admiration parce que je me sens un tout petit garçon à côté de lui. Un tout petit garçon et en même temps un homme véritable. Et
Et aussi peut-être un prophète, parce que puisque le temps file, je crois qu'il reste 20 secondes. Vous m'avez dit que vous ne lisiez jamais les livres que vous aviez écrits. Figurez-vous que dans le premier ouvrage que vous avez écrit, L'ouvrier de la nuit, page 53, ce monsieur dont les manuscrits sont refusés, imagine qu'il reçoit un télégramme. Et ce télégramme se lit comme suit: Monsieur, vous êtes un écrivain formidable. Stop. Votre livre est un chef-d'œuvre. Stop. Vous aurez certainement le Goncourt. Stop. Oui, ça, c'est un gratiné. Je m'en souvenais pas, oui.